Ok, donc bonjour tout le monde et bienvenue dans ce septième Monday Sécu. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, je suis Oussem Zeri, consultant en sécurité des systèmes d'information chez Proxiad. Je travaille sur la sécurité applicative, sur le security by design, le privacy by design et les tests d'intrusion. Donc je commence comme d'hab par une petite description des Monday Sécu, donc, qui vont remplacer ou remplacent les Proxy Mondays pour toute la période estivale. Donc, il s'agit des présentations sur plusieurs vulnérabilités web, avec deux parties, notamment la première partie théorique et une deuxième partie pratique avec des labs à exploiter. Donc, la plupart du temps, on utilise des labs déjà prêts de la plateforme Portswigger, donc l'éditeur de la solution de test d'intrusion Burp Suite, et des fois avec des classes vulnérables créées lors de la démonstration pour les exploiter par la suite, comme ce qu'on a fait lors de la présentation de la désérialisation non sécurisée. Donc, je commence par présenter la vulnérabilité théoriquement, la façon avec laquelle l'attaquant peut exploiter la vulnérabilité, son impact et quelques mesures de protection. Et je finis la présentation par la démo pour montrer comment un attaquant peut exploiter la faiblesse et réaliser on va dire, son attaque sur le site web ou l'application. Donc, un petit récap des présentations précédentes. Donc, on a commencé le 6 juillet par la vulnérabilité 8 dans le top 10 de l'OASP de 2017, qui est la désérialisation non sécurisée. Et on a vu ensemble comment exploiter une fonction de désérialisation vulnérable pour récupérer des fichiers sensibles sur le serveur. Le 13, c'était la vulnérabilité SSRF, et on a vu ensemble comment exploiter la relation de confiance entre les serveurs de l'application et d'autres composants pour avoir justement des données confidentielles. Le 20 juillet, c'était la vulnérabilité XXE. On a vu comment accéder à des fichiers sensibles en utilisant les entités externes de XAML. Le 27 juillet, c'était une sorte d'introduction aux attaques XCSS. On a vu ensemble comment détecter la présence de ces failles dans les sites web et aussi quelques techniques de l'OASP pour remédier à cette vulnérabilité comme la validation des entrées et aussi l'encodage. Pour le mois d'août, le 3, on a vu ensemble la vulnérabilité 3 dans le top 10 de l'OASP de 2017, qui est l'exposition des données sensibles. Et on a vu comment on peut exploiter, par exemple, les commentaires dans le code source de l'application ou les fichiers de sauvegarde pour avoir des données sensibles. La semaine dernière, le 10 août, on a vu la vulnérabilité numéro, je crois, 5, si je ne me trompe pas, dans la liste du top 10 de l'OASP de 2017, qui est le Broken Access Control. Et on a vu ensemble les différents types de contrôle d'accès, que ce soit les verticaux, horizontaux ou ceux qui dépendent du contexte. Et on a vu comment peut-on exploiter les faiblesses au niveau de ces systèmes sensibles. Donc, normalement, les replays sont déjà disponibles sur la chaîne YouTube de Proxiad. Ok, donc la présentation d'aujourd'hui, c'est sur la vulnérabilité CSRF ou Cross-Site Request Forgery, classée 8e dans la liste du top 10 de l'OASP de 2013. Donc, cette vulnérabilité n'est pas trop connue et trop souvent non prise en compte par les devs, les développeurs des sites web. Elle est également souvent confondue avec les attaques XCSS, alors que le principe est un peu différent. Ok, donc pour le sommaire, comme d'habitude, je commence par présenter la vulnérabilité, son impact. Je liste quelques mesures de protection et on passe à la démonstration technique pour appliquer tout ce qu'on a vu dans la partie théorique. Ok, donc la falsification des requêtes intersites ou CSRF, donc c'est une faille de sécurité web qui permet à un attaquant d'inciter les utilisateurs à effectuer des actions qu'ils n'ont pas l'intention d'effectuer. Donc, dans une attaque CSRF, l'attaquant fait en sorte que l'utilisateur victime effectue une action non volontaire. Par exemple, il peut s'agir de changer son adresse électronique de son compte ou son mot de passe ou effectuer un transfert d'argent
Donc, selon la nature d'action, l'attaquant peut obtenir le contrôle total du compte de l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur compromis a un rôle admin au sein de l'application, donc l'attaquant peut alors prendre le contrôle total de toutes les données et fonctionnalités de l'application. Et donc, pour qu'une attaque de type CSRF soit possible, il faut prendre en compte trois conditions. La première condition, ce qu'on appelle une action pertinente. Donc, il y a une action dans l'application que l'attaquant a une raison de provoquer. Donc, il peut s'agir d'une action privilégiée telle que la modification des autorisations pour d'autres utilisateurs ou toute action sur des données, on va dire, spécifiques à l'utilisateur, telles que par exemple la modification de mot de passe. Deuxième condition, l'application doit avoir ce qu'on appelle gestion de session basée sur les cookies. Donc l'application repose uniquement sur le cookies de session pour identifier l'utilisateur qui a fait les requêtes. Donc, aucun autre mécanisme n'est en place pour suivre les sessions ou valider les demandes des utilisateurs. Dernière condition, ce qui n'a pas de paramètres, ce qu'on appelle les paramètres de demande imprévisibles, comme les tokens de session. Donc, les requêtes qui effectuent l'action ne contiennent aucun paramètre dont l'attaquant ne peut pas déterminer ou deviner les valeurs. Par exemple, lorsqu'un utilisateur modifie son mot de passe, la fonction n'est pas vulnérable si, par exemple, un attaquant a besoin de connaître la valeur du mot de passe existant. Ok, donc un petit scénario d'attaque, donc détournement de session d'authentification déjà établi par l'utilisateur sur un site vulnérable. Donc un utilisateur est authentifié sur un site vulnérable, par exemple le site de sa banque. Donc il est incité par la suite de visiter une page malveillante contenant une requête vers le site initial, qui est le site vulnérable. Donc la requête hérite automatiquement des propriétés d'authentification de l'utilisateur, par exemple les cookies d'authentification est envoyé. Et donc à la fin, la requête effectue une opération en lieu et place de l'utilisateur, par exemple le virement d'argent au nom de l'utilisateur à partir de son compte. Donc, il est important de noter ici que authentifier ne signifie pas nécessairement que la victime doit être en train de naviguer sur le site vulnérable. Par exemple, la personne peut choisir de sauvegarder un cookie de session valable plusieurs jours, par exemple, et qui sera automatiquement envoyé par le navigateur. Et donc, dans le cas d'une authentification par adresse IP, la requête est envoyée par la machine de la victime et sera donc toujours considérée comme valide. Donc, dans d'autres cas d'authentification, par exemple l'utilisation des certificats, ou si par exemple les cookies ou les identifiants HTTP ne sont pas sauvegardés, l'attaquant ne fonctionne que si la victime est authentifié sur le site vulnérable dans la même fenêtre de navigateur. Globalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un site vulnérable au CSRF n'authentifie pas une personne, mais le navigateur utilisé par cette personne. En effet, donc, il ne vérifie pas qu'une requête a été envoyée par l'utilisateur lui-même, mais il vérifie que cette requête provient du navigateur du client. Ok, donc pour les impacts, en fait, le risque principal de CSRF est l'usurpation d'identité et l'exécution d'actions malveillantes sur un site. Donc un CSRF d'authentification pour lequel une victime se connecte pour le compte d'une autre personne expose à un risque différent car c'est l'utilisateur qui usurpe une identité. Donc l'intérêt ici pour l'attaquant est que la victime croit effectuer des requêtes en son nom alors qu'elle est connectée en tant qu'un autre utilisateur. Dans ce cas, le principal risque est la divulgation des informations, s'il est connecté pour le compte de l'attaquant. Ok, donc la manière la plus efficace pour se défendre contre les attaques de CSRF est d'inclure ce qu'on appelle les tokens ou les tokens SCSRF dans les requêtes. Donc un token ou un jeton CSRF, c'est une valeur secrète déjà, imprévisible
et unique qui est générée par l'application côté serveur et qui est transmise au client de telle sorte qu'elle est incluse dans une requête HTTP ultérieure faite par le client. Donc, lorsque la demande suivante est faite, l'application côté serveur valide que la demande inclut le token déjà attendu et rejette la demande si le token n'est pas valide. Et donc, les tokens CSRF peuvent empêcher les attaques CSRF en rendant impossible pour un attaquant de construire une requête HTTP entièrement valide, adaptée à la transmission à un utilisateur victime. Et donc, comme l'attaquant ne peut pas déterminer ou prédire la valeur du token CSRF d'un utilisateur, donc il ne peut pas construire une requête avec tous les paramètres nécessaires pour que l'application l'accepte. Et donc, aussi, on peut trouver une protection à base CAPTCHA. Donc, également, enfin, toutefois, cette méthode n'est pas contraignante pour les utilisateurs et doit se limiter à des requêtes importantes parce que c'est compliqué. On va pas obliger l'utilisateur à chaque fois qui valide des petits CAPTCHA pour se connecter ou pour effectuer une action. Enfin, aussi, certaines bibliothèques de développement peuvent également contenir des protections contre les CSRF. On peut citer par exemple j'ai un trou de mémoire, le CSRF Guard, donc qui est disponible dans plusieurs langages de programmation. Ok, donc ça c'était pour la présentation. On va passer à la démonstration. Ok, ça c'est le premier là. Là j'ai l'action. Ok, ouais. Ok, donc dire la création manuelle d'HTML nécessaire pour exploiter, on va dire, comme j'ai expliqué, il nous faut une page vulnérable pour exploiter les SSRF. Et la création manuelle de ce HTML est un petit peu compliquée, en particulier lorsque la requête souhaitée contient un grand nombre de paramètres ou que la requête comporte d'autres éléments compliqués, par exemple. Et la façon la plus simple pour créer des exploits CSRF est d'utiliser le générateur CSRF intégré dans Burp Suite professionnel. Ici, vu qu'on n'a pas la version professionnelle de Burp Suite, donc on va la créer ensemble manuellement. Et si l'action, pour ce lab-là, l'action de changer l'adresse électronique sur le compte d'un utilisateur est intéressante pour un attaquant. Suite à cette action, l'attaquant sera généralement en mesure de déclencher une réinitialisation de mot de passe et de prendre le contrôle total du compte de l'utilisateur. Donc l'application utilise un cookie de session pour identifier l'utilisateur qui a émis la demande. Et il n'y a pas d'autres jetons ou mécanismes en place pour suivre les sessions des utilisateurs. Donc, l'attaquant peut facilement déterminer les valeurs de paramètres de la demande qui sont nécessaires pour effectuer son action. Donc, avec ces conditions en place, l'attaquant peut construire une page web HTML contient ce HTML suivant, parce que déjà, je l'ai déjà préparé. Voilà. Et donc, voilà, si un utilisateur victime visite la page de l'attaquant, donc la page de l'attaquant déclenchera une requête HTTP vers le site vulnérable. Et si l'utilisateur est connecté au site vulnérable, son navigateur inclura automatiquement son cookie de session dans la requête. Donc le site vulnérable traitera la demande de manière normale et il va considérer cette requête comme légitime, comme ayant été faite par l'utilisateur victime. Et donc, du coup, il va changer son adresse électronique. Ok, donc on va accéder au lab. Non, pas celui-là, c'est celui-là. Aucun mécanisme de défense contre le CSRF est mis en place. J'espère qu'il y a la connexion. Ok, il nous indique quoi? Donc, on a les credentials de l'utilisateur légitime qui est Carlos. Donc, on va se connecter.
Ok, donc on va. La fonctionnalité vulnérable, c'est celle de changement de mail. Juste, je vais intercepter. Je vais mettre. Ok, je vais intercepter la requête par Burp Suite. Et donc ici, on va prendre les paramètres pour pouvoir injecter notre code dans le serveur d'exploitation qui est utilisé par Burp. Donc, ok, donc nous avons notre code, ici HTML, qui a été créé manuellement. On va le poster ici, donc, comme si c'est le navigateur, enfin comme si c'est le navigateur client qui va visiter cette page. Et puis, on va changer quelques paramètres. Par exemple, ici, nous avons une requête de type post. On va copier-coller l'URL de l'application. URL ici. Je crois que c'est slash change mail. Je vais revérifier ici dans le. Ouais, change email, c'est pas mail. Email. Ici, donc, c'est le paramètre qu'on va traiter, c'est le email. On va changer l'email. C'est pareil pour les mots de passe, par exemple, pour changer le mot de passe d'un compte utilisateur. Et ici, on va mettre hacker, par exemple, nouvelle adresse mail, hacker.abc, peu importe. Et donc, je crois on est bon ici. Ici, donc, on est bon. Je vais storer l'exploit et je vais accéder sur exploit. Et voilà, il nous indique que le laboratoire a été résolu parce que voilà, il suffit d'injecter ce petit bout de code dans une page et inciter l'utilisateur à visiter cette page en lui envoyant une URL ou un mail de phishing. Et une fois il va cliquer sur le lien, donc l'adresse mail va être automatiquement changée par l'adresse de l'attaquant. Ok, donc ça c'est pour le premier lab. Enfin, ici, dans ce cas, on a utilisé aucun mécanisme de protection contre la faille ou la vulnérabilité CCRF. Ok, donc ça c'est bon. Donc, pour le deuxième lab, ok, donc dans certaines applications, on utilise justement les tokens pour les tokens de session euh, pour valider les requêtes utilisateurs. Mais certaines applications valident correctement le token lorsque la demande utilise la méthode POST et ignore la validation lorsque la méthode GET est utilisée. Donc, dans cette situation, un attaquant peut passer à la méthode GET pour contourner la validation et lancer son attaque CSRF. Donc, c'est ce qu'on va voir dans ce deuxième lab. On va faire pareil. On va se connecter tout d'abord avec les credentials donnés dans le lab, qui sont Carlos Montoya. On va essayer de contourner ce petit token qui est utilisé par l'application. Donc, account login. La fonctionnalité vulnérable qui est change email. Je mets n'importe quoi. Je vais intercepter la requête par suite. Oh, je sais pas. Ah, j'ai pas activé l'interception ici. Juste, je refais la même chose. Ouais, j'active l'interception, j'active le proxy Burp pour que toutes les requêtes passent par Burp suite avant d'aller vers le serveur de l'application. J'active l'interception dans l'interface de Burp. Et ici, on peut voir le token qui est utilisé. Mais si par exemple
on va aller dans l'exploit, le serveur d'exploitation, ici qu'on va injecter la même chose, la même requête, mais on va modifier la requête, modifier le post, le format de requête de post vers get pour justement pouvoir contourner ce petit token. Ici, on va utiliser un get à la place du post. On va essayer ici, on va voir ce que ça donne. Par exemple, ici, si j'envoie, ça va changer l'adresse. Par exemple, ici, si je rajoute une lettre ici, par exemple un R, et je renvoie, il va me dire invalide CSRF token. Si par exemple ici, je lance la méthode par get et je renvoie message email. Ah oui, on a utilisé le même email, donc je vais refaire la même chose ici. Je fais un copier-coller de l'adresse, de l'adresse du site. Copie. Ok. Ici, c'est email. Le value, on va mettre on a changé la méthode de get en post pour essayer de contourner justement ce petit token utilisé. On va storer et on va accéder dans l'exploit. Et voilà, donc normalement l'adresse mail a été changée parce qu'on a changé justement la méthode de post à get. Ça, c'est pour le deuxième lab. Donc la première technique de contournement de ce token. Troisième lab, donc CSF for token validation dépendant. Ah oui, donc ici, il y en a quelques applications web donc, qui valident correctement le token lorsqu'il est présent, mais ignore la validation si le token est absent en fait. Donc, dans ce cas, l'attaquant peut supprimer tout le paramètre qui contient ce token, pas seulement la valeur du token, pour contourner la validation et lancer une attaque CSRF. Donc ici, on va faire la même chose, on va accéder au lab et on va essayer de supprimer carrément le token de l'application. Deuxième technique de contournement de token ou jeton de session. La fonctionnalité vulnérable, comme là, on va activer l'interception, avec burp suite, intercepteur. Et ici, je mets n'importe quoi. Ici, on a la requête HTTP. Ici, on va supprimer carrément le token. Par exemple, ici, je vais modifier une lettre dans le token. Il va m'afficher que le token n'est pas valide. Invalide CRSF token. Donc, le token utilisé ici, c'est pas valide. Mais si on fait comme ça, on supprime carrément la variable et le CSRF token. On supprime. Et on va refaire la même chose. Donc, il va accepter la requête. Donc, ici, il n'y a pas de validation au niveau token parce qu'il ne retrouve pas l'entrée du token. Donc, ici, on va faire la même chose. Juste, je désactive burp. OK. OK, je fais un copier-coller de la fonctionnalité. Ici, je vais utiliser lors du premier lab. Et on va refaire la même chose pour les autres labs. Ici, c'est une simulation comme si on l'a envoyé à une victime, il va cliquer dessus. Donc, c'est juste une simulation d'un cas réel. Oh, je suis trompé. C'est une fonctionnalité qui est offerte par ce lab, par la plateforme Portsfigure, pour justement essayer un environnement qui est un peu réel.
parce qu'ici, on va pas utiliser ces techniques sur d'autres utilisateurs dans notre site, dans notre site, enfin, si c'est dans le cas d'un test d'intrusion, oui, je comprends, mais ici, là, c'est le lab, donc on va utiliser ça. La méthode cpost. URL, c'est ce qu'on a mis ici. Toujours avec change mail. Email. Email. Ici, on va pas mettre du token. Donc on met d'accord. Et on store notre exploit. Ici, on va l'exploit. Ça va nous indiquer que le lab a été résolu. Ok, donc ça c'est pour le troisième lab. Donc on a supprimé carrément la variable token pour contourner ce mécanisme de gestion, enfin de validation des requêtes ou gestion des sessions. Ok, donc quatrième lab, en SSRF, our token is not typed with only quand le token n'est pas lié à la session. Ok. Ok, donc il existe des applications web qui ne valident pas que le token appartient à la même session que l'utilisateur qui fait la demande. Donc, au lieu de ça, l'application maintient un pool global de jetons ou de tokens qu'elle a émis et accepte tout jeton qui apparaît dans ce pool. Donc, dans cette situation, l'attaquant peut se connecter à l'application en utilisant son propre compte, obtenir un token valide et puis transmettre ce token à l'utilisateur victime dans son attaque CCRF. C'est ce qu'on va faire dans ce lab. Donc, il nous a donné deux comptes. Le premier, le compte winner avec mot de passe Peter, et le deuxième, Carlos, avec le mot de passe Montoya. Donc, on va commencer par le premier utilisateur winner. Et on va essayer si ça va marcher. On va prendre le token de winner et on va laisser dans la section de Carlos et on va voir si ça va marcher ou pas. Ok, donc on va se connecter avec l'utilisateur. Le mot de passe, c'était quoi le mot de passe pour winner? Ok, donc on va à la fonctionnalité de ChangeMail. On va intercepter la requête. On va activer l'interception number. On va prendre le token de winner. On va essayer d'utiliser ce token pour se connecter à la session de Peter. Ok, je vais juste mettre ici. Après, je désactive l'interception. Je vais dans une fenêtre de navigation privée. Je vais accéder au lab. J'espère qu'il ne va pas me déconnecter. Ok. Je vais me connecter avec Carlos. Et je vais aller à la fonctionnalité de ChangeMail. Je vais intercepter, pareil, la requête par burp. Burp suite. Ça, je drop. Et j'intercepte la requête. Je vais essayer avec le token de winner. On va voir si ça va marcher avec le même token ou pas. C'était ici. Hop, je vais faire un copier et du token. Et ici, on va remplacer le token de winner par celui de le token de winner par le token de Carlos par celui de winner. Et on voit très bien que ça a marché. Donc le token est valide et appartient à un pool bien déterminé. Donc le token il est utilisable par n'importe quel autre utilisateur. Ok, donc ce qu'on va faire pour résoudre le lab, on va revenir ici. Ça c'est le dernier, non? C'est ici, ouais. Juste désactiver burp.
On est connecté en tant que mineur. Je vais recharger un autre token parce que le token est utilisable une seule fois. Donc, je vais intercepter encore une fois la requête parce que pour récupérer un autre token, parce qu'on a déjà utilisé ce token, donc il ne va pas marcher pour un deuxième test. Parce que c'est utilisable une seule fois. Rappelez-vous que j'ai un token, c'est unique et enfin utilisable une seule fois. Ok, donc je vais activer l'interception. Burp Suite et je vais envoyer la requête ici. On a un nouveau token ici. Je vais le prendre. Je vais le mettre ici pour le réutiliser par la suite pour résoudre le lab. Ok, donc on va aller. C'est bon, on n'a plus besoin de Burp. Ici, on va aller à la serveur d'exploitation. On va injecter notre petit code qui est ici, code HTML manuel. Bon, normalement, Burp Suite, il y a une fonctionnalité, mais dans Burp professionnel qui permet justement de générer un code HTML. Donc on n'avait pas on va pas, dans le cadre d'un pentest professionnel, on ne va pas utiliser ce petit code. Donc on a un code HTML déjà prêt dans une fonctionnalité dans Burp professionnel. Ok, donc ça, je n'en ai plus besoin, donc je ferme. Je vais aller ici. Pareil, je mets les mêmes paramètres. Email. La méthode, c'est post. URL, c'est celui-là. Et ici, nous avons le mail. On va maintenant ici un mail quelconque. Ici, on va rajouter pour ajouter justement le token qu'on vient de récupérer. Ici, il s'appelle dans le token, la variable c'est CSRF. Donc on va mettre CSRF et on va mettre le token ici. Donc on est bon, on a mis la méthode post, le lien, le email et après le token qu'on vient de récupérer. Et on va storer, on va l'explorer et normalement c'est bon. Ok, donc normalement on est bon, on a résolu le lab, on a réutilisé le même token pour accéder à une session d'un autre utilisateur. Ok, ça c'était pour le 4e lab. 5e lab et dernier lab pour aujourd'hui. Donc, c'est quoi donc CSRF Validation Depends on Header Game. Ok. Donc, en plus des défenses qui utilisent des jetons ou des tokens CSRF, certaines applications utilisent des entêtes HTTP referrer donc pour tenter de se défendre contre les attaques CSRF. Donc, normalement, en vérifiant que la requête provient du propre domaine de l'application, donc voilà, en utilisant cette entête qui s'appelle referrer. Donc l'entête, c'est un entête de requête optionnelle qui contient l'URL de la page qui est liée à la ressource demandée. Donc il est généralement ajouté automatiquement par les navigateurs lorsqu'un utilisateur déclenche une requête HTTP, notamment en cliquant par exemple sur un lien ou en soumettant un formulaire. Donc il existe différentes méthodes qui permettent à la page de lien de retourner ou de modifier la valeur de l'entête du refer. Donc cela est souvent fait par des raisons de protection de vie privée. Donc certaines applications valident l'entête refer lorsqu'il est présent dans les requêtes, mais ignore la validation si l'entête est supprimée. Donc dans ce cas, un attaquant peut
peut élaborer son exploit CSRF de manière que ce que le navigateur de l'utilisateur victime supprime son en-tête référeur dans la requête résultante. Donc, il existe plusieurs façons de faire ça, mais la plus simple est utiliser une balise HTML donc, qui est là, que j'ai déjà préparée. Voilà. Donc, cette balise HTML va supprimer donc, cette en-tête qui est présente dans toute voilà, c'est l'en-tête avec le lien avec le lien de confiance ou de l'application web. Ok, donc on va rajouter à la fin cette balise HTML pour qu'elle supprime justement le lien de ce petit en-tête de la requête HTML. Ok, donc on va accéder au lab. Comme d'hab, Carlos. On va faire la même chose, change mail, récupérer la requête par burp. On va activer l'intersection. Ok, on va envoyer ça à répétition. On va faire un petit test. Par exemple, on va changer le referrer. Enfin, je sais pas, c'est un peu compliqué à prononcer. Ok, donc je vais par exemple mettre Google. Enfin, Google. Il ne va pas reconnaître le lien, donc il va rejeter la requête. Donc invalide, qui nous met que l'invalide, enfin cette en-tête est invalide parce qu'il ne reconnaît pas le site. Si on la supprime directement de la requête, on va remarquer qu'il va accepter la requête. Enfin, il a accepté directement la requête parce qu'il n'y a pas. Donc, il n'y a pas ce paramètre ou cette en-tête dans la requête. Ce qu'on va faire, nous, ici, en utilisant la balise HTML, donc je vais désactiver burp, je vais aller à l'Explorer. On va recopier ça et ajouter la petite balise à la fin pour supprimer ce paramètre ou cette en-tête. Copie, sélection. C'est comme nom, donc post, nous avons l'URL qui est là. C'est ici. Nous avons le paramètre email. Et on va rajouter notre petite balise HTML qui va supprimer l'en-tête référent. Ici, à la fin, et on va storer et exploit. Normalement, c'est bon. Ah non, c'est pas encore bon. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Ah oui, peut-être je vais le mettre à l'intérieur du forum, pas à l'extérieur. On va voir ce que ça donne. Ok, store. Exploit. Et voilà, le lab a été résolu. Donc c'est juste, je l'ai mis à l'extérieur du body, donc c'est pour ça que ça n'a pas marché. Bon, donc voilà, c'était le dernier lab. On est arrivé à la fin de cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu.